Alaikum, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Petite réflexion en ce jour de vendredi. Je reviens pour pas longtemps, mais je voulais juste pousser la réflexion quand on voit la crise dans laquelle nous sommes globalement, je dirais, en Europe, même si on pourrait dire que c'est mondial, mais en réalité, si on analyse bien, on se rend compte que ce système a des limites. Quand on voit, par exemple, quand on voit en Belgique le fait qu'on est en train de ruiner le pays, on ne paye pas les gens, on, on, on vire des gens, et puis le chômage est dit recrudescent. Moi, j'ai une approche où, en fin de compte, qu'est-ce qu'on nous a vendu avec le féminisme? Au temps de Ford, on appelait cela l'homme machine. On mettait les hommes dans les usines pour plus de 10 heures par jour de travail. Et on a dit, soi-disant, que bon, fallait descendre, il était à 14 heures même des fois, de travail. Et donc, pas tous nous rejoignent. On arrive aujourd'hui, on revendique, là on serait plus ou moins à du 8 heures de travail. Et de l'autre côté, on a tout fait avec le féminisme pour sortir la femme de son foyer. Résultat des courses. On est toujours dans ce système d'homme-machine, mais de coup de richesse pour que tout le monde soit, coup de richesse pour que tout le monde soit, coup de richesse pour que tout le monde soit. C'est pas qui doit s'en occuper. C'est une question de devoir. C'est par essence. C'est enfant. C'est la responsabilité des deux. Ce que je veux dire, c'est que ce système qui a voulu nous envoyer finalement tous les deux au travail, bah, il montre qu'il a ses limites. Il montre qu'ils sont plus heureux. Je crois qu'il n'y a pas autant de dépressifs que dans les pays du Nord, soi-disant riches. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas à notre rythme, au rythme naturel, et encore moins les femmes. Les femmes sont de plus en plus en burn-out à cause de cela. C'est un rythme effréné, mais c'est le côté hormonal. C'est le côté hormonal. Mais maintenant, on va encore plus loin. C'est le côté hormonal. Mais maintenant, on va encore plus loin encore. On va en jouant aux apprentis. La effrénée. Et de l'autre côté, le manque de repères est passé sur le billard, le système capitaliste, des soins de santé, de soi-disant de la sécurité sociale, des soins de santé, de soi-disant de la sécurité sociale. Mais tu dois avec nos règles et tout ça, l'aménorrhée, c'est naturel. Mais c'est naturel. Mais la société capitaliste, elle en prend pas vraiment. Mais la société capitaliste, elle en prend pas vraiment compte. Parce que si elle en prenait vraiment compte, vu que les bras, thème des pensions, des retraites et tout, il faut une population jeune, impérativement jeune. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on nous fait la promotion et de l'IVG et d'être mère de plus en plus tard. Donc du coup, pour les plus extrêmes de l'extrême droite, faut pas vous étonner de l'immigration, parce que l'immigration, avec des populations qui font beaucoup plus d'enfants et qui ramènent les forces vives pour maintenir le système des retraites de la population vieillissante, c'est pour maintenir ce rythme-là. Donc d'un côté,
on fait tout pour refuser l'enfantement ou le sous forme de progressisme soi-disant féministe. J'appelle ça l'ultra-féminisme, pour le repousser le plus loin et le plus tard possible. Et puis après, on s'étonne de l'autre côté de pas avoir assez de jeunes qui travaillent et de faire en fait des disparités avec des très 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 riches. Il n'y a plus vraiment de classe moyenne et puis on va vers la grande pauvreté. Et après, on parle de l'assistanat comme si c'était une faveur. Mais c'est ce système capitaliste qui a mis cela en place. Parce que je donne un exemple. Si on repensait le modèle, la femme, elle reste chez elle. Pas parce qu'elle doit elle rester. Elle travaille comme elle peut rester. Au niveau financier, on lui fait pas une pression. Pourquoi on fait une pression en fait? Qu'est-ce qui nous pousse? Ouais, regardez, l'ancien modèle, c'était quoi? En fait, on avait des terres. On les cultivait, on mangeait, on se nourrissait. Les gens avaient, je sais pas, la plupart des poulaillers, vous voyez, des choses comme ça. Produisaient eux-mêmes leur pain. Finalement, là, on est parti dans un autre modèle plus industrialisé, tout ce qui se faisait en fait à l'intérieur des maisons et des foyers, où il y avait déjà des structures qui éclataient beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, la société, elle est complètement éclatée, les enfants complètement ballottés. Il n'y a que les problèmes d'argent qui arrivent au milieu des discussions dans les foyers, qui n'y arrivent plus. Ce qui était une liberté pour la femme d'aller travailler devient pratiquement maintenant un devoir, sans compter tous les divorces qu'il y a derrière où elle se retrouve femme seule avec enfant. Jusqu'où en fait? Mais concrètement, puisque vous êtes tous entre guillemets au travail, c'est censé produire beaucoup beaucoup de richesse et de bien-être. Bizarrement, il y a rien de tout ça et les personnes n'arrivent pas à habiter décemment ou à se loger décemment. Il n'y a pas de régulation réelle au niveau, par exemple, des loyers ou des ventes de maisons. On endette le peuple. Est-ce que ça, c'est salvateur comme système? Sans compter la misère affective, la misère humaine, l'exploitation, la prostitution, tout ce qui est pornographique et tout. C'est là où ils gagnent le plus. Enfin, c'est, on est dans une société complètement déjantée. Je veux revenir. La société, elle a été pensée principalement par des hommes à la base, sur leur modèle entre guillemets hormonal, parce que ça fluctue jamais chez eux. C'est esclavagiste, on est d'accord. Ça fluctue jamais chez eux en fait, au niveau hormonal. Donc ils peuvent te faire entre guillemets un travail de la même manière, on va dire, avec la même d'une manière régulière, qui est pas le propre de la femme. Par par son naturel, par le fait qu'elle soit une femme. Et donc, pourquoi on doit tous finalement s'aligner sous couvert d'égalité? On va revenir. Est-ce qu'on est égaux? Parce qu'on aime bien dire, voilà, c'est de la discrimination homme-femme et tout ça. On n'est pas égaux, pas parce qu'on est différent, on est complémentaires. Il n'y a pas quelqu'un de supérieur à l'autre. L'homme, peut-être qu'il a plus d'hormones, il est peut-être plus régulier dans le travail à l'extérieur, mais lui, il ne s'est pas enfanté. Voilà, toi aussi, tu es supérieur à lui dans ce domaine. Vous voyez, donc on est différents, on est complémentaires, mais pourquoi on arrive finalement, oui, il faut que je fasse mes heures, tu fais du temps plein, c'est tant, et tu auras tant de salaire que tu sois homme ou femme. Il n'y a pas de différenciation. C'est violent. C'est une société violente. On s'étonne. C'est-à-dire, il y a des moments, il y a des femmes qui sont embrigadées justement dans le fait de tout le temps travailler pour avoir de l'argent, soi-disant pour être. On t'a vendu l'indépendance. Je réfléchis, hein. C'est vrai que l'argent, il te rend indépendant d'une certaine manière, mais en même temps, t'es l'esclave de qui? T'es rentré dans la matrice qui t'a rendu esclave, en fait.
dans une certaine matrice. On était plus libre quand on avait notre petit jardinet, si on réfléchit bien. On n'était pas dans de la surproduction. En plus, la terre, elle te donne en abondance, plus que ce qu'il t'en faut. Donc, tu peux rendre heureux tes voisins, ton entourage. Et voilà, et tout le monde travaille un peu comme ça, ensemble en société et tout. Quand tu réfléchis bien, on nous a esclavagisés pour le capitalisme. Et franchement, il y a qui peut dire qu'on est heureux? Est-ce qu'on est heureux, franchement, de se lever tous les matins, d'aller bosser comme ça, soi-disant parce qu'il le faut, au lieu de bosser pour nous-mêmes et nos enfants d'une autre manière? Qu'est-ce qui nous pousse en fait à aller vers ce tout technologique? Et comme disait Rabelais au XVIe siècle, il disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En secondaire, on nous a fait faire une dissertation, j'avais 12-13 ans, au collège. Et c'était ça qu'on nous avait, et on avait travaillé sur Pantagruel, sur Rabelais et tout ça. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, on est là. Moi, je suis sans travail. Mon mari travaille. On a allé bosser. Avant, voilà, j'ai bossé. Puis tu vois, quand t'es esclavagisé, même quand t'es indépendante, tu te saignes pour un système qui te taxe comme ça indûment. Il a juste eu besoin de prendre une feuille et un papier, et en une ligne, il te dit, voilà, tu dois 500 euros, 800. C'est totalement aléatoire. Des règles? Ouais, exactement. La pseudo-appropriation des terres par des entreprises étatiques. Ouais, l'expropriation. Tout ça. Mais on est des esclaves, en fait, dans la société. Et en fait, il faut revenir, si on veut. En fait, il faut revenir, si on veut. Oui, il faut avoir une politique nataliste, de plus en plus de terres et de terres agricoles et de morceaux dans les campagnes. Ça nous rend complètement dépendants de l'étranger, qui ont des terres et de l'agriculture. Ça nous rend esclaves, parce qu'une fois que tu auras plus de lopin de terre suffisant pour nourrir la population locale, tu es complètement sous la coupe de qui? Ce système a montré ses limites. Pourquoi on va en guerre en réalité? Pourquoi l'État cherche à aller en guerre contre vend ça sous euh, couvert de la démocratie? Qu'ils arrivent déjà à la faire sur le territoire national. Que vous soyez déjà en Belgique ou en France, vous aurez compris, hein, dans ces pays-là. Mais c'est ceux qui te fabriquent des F-16, qui les vendent aux étrangers, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de richesse au sol, de véritable richesse. Donc on est toujours obligé d'être dans une logique conquérante et pas dans de réel partage, donnant, dans la fraternité, dans ce rapport de force là dans lequel on nous embrigade. Mais ce sont des gens qui ont décidé un beau jour qu'on soit autour d'une table et dire bon, maintenant c'est plus 12 heures semaine ou 14 heures, ça sera 8 heures semaine. Ça a été décidé par qui d'ailleurs? Et qui nous pousse? Moi je dis, même là on doit me couper même mon forfait chômage, je dis à mon mari, qu'est-ce que je m'en fous? Vous vous en rendez pas compte, hein. Mais il y a moyen de faire autrement, faut faire un peu son stock, faut qu'il y ait quand même une personne qui travaille, mais et de l'autre, quelqu'un d'autre qui travaille à la maison et que l'argent qui vient un peu de l'extérieur te permette d'aller dans ta propre autonomie pour sortir de ce système infernal qui nous fait tout le temps courir. Que vous soyez malade ou pas, c'est sans pitié. C'est sans pitié quand tu réfléchis bien. Les arrêts maladie où il y a plein de gens qui sont dépressifs, il est dû à ce système. Il y aurait moins de gens dépressifs parce qu'on respecterait le rythme de l'être humain. Et maintenant, la machine, à un rythme effréné, ne respecte rien. Et on est là, en train de courir
Je lisais même des annonces. Moi, j'ai toujours trouvé ça très bizarre, sincèrement. Quand je vois des offres d'emploi, je sais pas, je suis une extraterrestre, je sais pas, je comprends pas. Et qu'on voit tout ce qu'ils disent que tu devrais soi-disant faire. Et genre, on t'apprend déjà à te vendre. Ah, c'est moi qui t'offre. Te vendre. Les mots ont leur importance. Et quand tu vois l'annonce, des fois tu rigoles. Parce que des titres, tu sais, qui font peur. Euh, Soi-disant, beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Parce que quand, franchement, entre nous, entre l'offre d'emploi qui te fait miroiter des choses et ce que tu fais au taf au quotidien, il y a quand même un monde, hein. Il y a un monde, tu dis, c'est que ça. Il m'a fait toute une liste comme ça. Tu te dis, toi, quand tu vas postuler, tu te dis, il dit ça, mais moi, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Enfin, ça, oui, peut-être, ouais, je connais ça, je connais ça. Hein? Ça vous fait pas bizarre? Tu vois le truc, la grosse annonce, je t'offre un meilleur monde, une assurance, et tu offres un meilleur monde, une assurance, et tout, tu es capable, tu es créatif, tu connais ce logiciel. Tu viens un truc, c'est quoi? Oui, je dois juste faire des enveloppes, créer un petit document Word, remplir un petit truc en chiffres, et puis je l'envoie, et puis c'est l'autre qui prend. C'est tout un maillon, c'est toute une chaîne. T'as pas réellement grand-chose. Mais ce qui est le pire, c'est que ces travaux sont d'une ennuyeux, mortellement ennuyeux. Pourquoi? Parce que t'es comme une machine qui fait tous les jours la même chose. On n'est pas sorti du système de Ford et de l'homme-machine. C'est rare où tu es réellement une liberté réellement d'exécution, de faire certaines choses. C'est très rare les métiers où tu es salarié et tu as une liberté, et c'est très procéduré. Voilà, c'est ça, c'était le terme. Et puis tu sors une fois un peu de ton cadre, t'es dans la cage là, à crabe là, t'es dans le. Ah ouais, l'autre il a ça et l'autre il a eu une promotion. Non, t'as la jalousie. Pourquoi tu vas te faire un problème? L'autre on lui a rajouté 5 euros de plus dans sa paye. Pourquoi lui et pas pourquoi moi? Vous voyez tout ça? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Sincèrement, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Pourquoi on se torture en fait? Parce que ça, c'est de la torture, hein, je veux dire. On peut pas rester simple dans. Je sais pas, je me pose des questions. Je dis à mon mari, moi, il m'enlève, franchement, ça me change rien. Enlève-moi 400 euros, 500, c'est pas grave. Moi, j'ai 4 enfants. Tu vois, je dis, mon mari, il est ouvrier, c'est pas un truc. Mais hamdoulilah. Je dis, bah, on fait les choses comme avant, on fait nous-mêmes notre pain, on fait nous-mêmes nos trucs. Faut. Mais tu es libre, je fais ce que je veux. Mais tu es libre, je fais ce que je veux. Personne ne me dit ce que. Mais tu es libre, je fais ce que je veux. Personne ne me dit ce que mon rythme. Je vous pose la question. La période du Covid et euh, j'ai pas l'impression que c'était comme les anciens temps. Non, il y avait plus la montre. Là, non, il y avait plus la montre. Là, on faisait des choses. Ils te disent ils ont pété les plombs. S'ils sont confinés dans un. Mais vous avez compris ce que je veux dire? Dire les relations personnelles. Mais oui, c'est vrai que des fois ils sont les uns sur les autres. Faut les occuper, les enfants, les anciens jeux de société. T'avais les cours en ligne, comme ça, où tu mettais la télé. Il y avait les Lumni, allez, à 9h du matin. Les enfants, allez, hein, là, on fait ça à la maison. Vous suivez un peu le cours. Ils faisaient que le matin, un peu les cours le matin. Ils faisaient que le matin, un peu les cours le matin. Ils avaient toute l'après-midi. Franchement, ils ont vécu comme ça, ou je sais pas. Puis tu arrêtes, tu avances dans l'âge. T'as plus 20 ans, t'as plus 30 ans, t'as plus 40 ans, t'arrives 50, 60 ans.
T'es sur les genoux. Place à la jeunesse. Laissez les jeunes travailler. Hein. Normalement, ils devraient travailler entre 20 et terminer à 40 ans. Si on doit bien s'occuper de nos enfants. Si on doit vous réfléchissez bien. On travaille 22, 23 ans et on termine à 40, 45 ans. Et tout le reste, on profite en famille avec nos enfants. On profite en famille avec nos enfants à vivre. Qu'est-ce qui nous pousse en fait à être dans ce système? La terre, c'est la vraie richesse. La terre. On rigolait des anciens. Ouais, tu connais la modernité. Réfléchissez à ça. On n'est pas pareil, on sera jamais pareil. Et là, on vise à tendre justement gommer les différences. On va dans le transhumanisme, dans les apprentis sorciers avec les hormones. Moi, je me sens homme aujourd'hui. Non, je me sens femme. Et puis, on veut généraliser ça. Puis, plus tout le monde va passer sur la table. Hein. Et ça va coûter de l'argent. Hein. Ça va faire fonctionner la machine infernale. C'est un truc de fou. La terre, le temps, l'énergie, les idées. Exactement, Bibi. Exactement. Exactement. Et il y en a qui veulent Internet. On est en fatigue. Qu'est-ce qui nous en fatigue? Qu'est-ce qui nous pousse à courir comme ça, en fait? Il y a disant une obligation, tu t'en es fait une vérité et t'es parti à l'abattoir. Il n'y a rien, en fait. Faut résister. La véritable résistance, c'est de fabriquer par vous-même. Ça prend du temps. Si tu réfléchis bien. Parce que moi, je me rends compte, hein, que tu as été indépendant ou salarié, on te met toujours la pression. Et moi, je suis en train de penser, là, je dis avec l'âge. Je dis, là, je m'en fous de tout. Mon mari travaille un peu, là, à l'extérieur. Il travaille. J'ai mes enfants, mon chez moi, en foot. Quand on leur a dit de se lever, ils ne se sont pas levés. Je dis, je vais plus me casser ma tête. Advienne que pourra. Parce que la vie est courte quand on voit tout ce qu'il y a autour de nous aussi. Hein. Et tu te dis finalement, j'ai profité de ma vie à être qu'une esclave quoi, dans la société. J'ai rien vu, j'ai pas vu ma vie passer. J'ai rien apprécié. J'étais que dans l'urgence. L'urgence. C'est vrai ou pas? Montez, discuter un peu. On réfléchit bien. Qu'est-ce qui nous pousse à courir? Y a rien qui nous pousse à courir. Tu travailles pas, t'arrêtes le pays, y a plus d'argent. Même le député, celui qui se croit le high avec tout l'argent qu'il a, au bout d'un moment, ça va. Et après, tu vas faire quoi? T'es au même niveau que moi. Sauf que moi, peut-être, je suis plus indépendante que toi. Moi, j'ai la terre, je travaille, mon petit lopin de jardinet là, et j'ai mon petit pommier ou j'ai mon petit figuier. Au pire, je meurs de faim, je me mange une ou deux pommes, j'ai le ventre plein. Et mes petites poules qui me donnent mes œufs, et je suis bien, hamdoulillah. Et toi, t'es entre des murs de béton, à ton 5e étage. Si t'as l'électricité qui se coupe maintenant avec Poutine et tout le bazar, t'as plus rien, t'as délestage et puis t'as plus rien qui fonctionne, tout l'électrique, t'es dépendant. Faut repartir dans du mécanique et dans du manuel pour être autonome un max. Ouais, c'est ça la vraie indépendance. Tu n'as besoin de personne. Au contraire, t'es la main haute. Ce que tu produis, et le bonheur, il va se répandre comme ça, entre les gens, entre les voisins. Il y aura plus de pauvres. Si tout le monde fait un peu comme ça, il y aura moins de pauvres, il y aura plus de bonheur, même avec moins.
Il y aura plus de rigolade, donc il y aura moins de dépressifs. Vous vous rendez compte le paradoxe, le ridicule dans lequel on est? Il y a des pseudo-thérapies qui se font à base de rire, là. Alaykoum salam, Marie. Bah, salam, Jumu'ah Mubarak à vous aussi. Des thérapies pour rigoler. Les gens avant, ils se prenaient une chaise, s'installaient. Ah, ça va, tu vas bien. Ah ouais, bien. Tiens, regarde là, j'ai la nouvelle récolte là de pommes. T'en veux un peu? Ok. Eh, moi j'ai des raisins. Ok. Et les gens étaient bien. Non? Là, tu vivais le bonheur. Avec 3 fois rien. La terre. Pourquoi ils vont faire les guerres si c'est pas pour les richesses naturelles? Renard, renard. Qu'est-ce qui se passe, ya Khaled? Je suis zen. Du mois Moubarak. Je parle de la société. Qu'est-ce qui nous pousse à courir? Pourquoi on court? Arrêtez de courir. Arrêtez de vous dire que vous avez besoin de tout ce qu'on a essayé de nous vendre dehors. On a besoin d'un minimum, oui. Essayez de faire la transition. On a besoin d'un minimum, mais il y a... Toi, tu fuis l'humain. Ça devient hardcore. C'est une maladie. Ah. Qu'est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'on dit? Nous, on a connu l'avant, la presse, toute cette technologie. On est passé de l'an 2000. C'est de plus en plus monstrueux, hein. C'est de plus en plus monstrueux. Sans compter quand tu zappes et tout ce que tu vois comme horreur. Comment t'arrives à être mentalement bien? Concrètement, ce qui se passe en Palestine et Israël. L'être humain, là. Tu sais, quand tu réfléchis des fois. Il le tue, les chiens. Pourquoi? La Terre, elle n'est pas assez grande pour nous tous. Pourquoi? Ça sert à quoi, ça? La désolation, la technologie, les missiles. Vas-y, plante un arbre. Plante des pommiers, des figuiers, des olives, le baraka pour tout le monde. La terre, elle est... Dieu, il te donne tout, c'est la terre. Ta richesse, c'est le sol sur lequel tu marches, tu fous tous les jours. Tellement qu'on est des cons, on a tout goudronné pour des voitures. Et après, j'ai pas beaucoup à manger. Même ma ferraille, je peux pas lui donner l'essence. Faut que je fasse des guerres pour donner de l'essence et du pétrole dans ma caisse pour aller travailler dans un building de boîtes et de boîtes, comme il te disait Pierre Rabhi, pour être un esclave et être bien habillé, avoir ta paye, même ta paye. Avant, on les avait les billets. Maintenant, t'as la monnaie virtuelle, le numérique, hein, en ligne. Après, maintenant, on va te mettre dans les RFID, porte-monnaie électronique. Pas palpable, dans le gaz. Mais par contre, ta richesse naturelle, là, elle est palpable. La terre, elle est plus palpable parce que tu l'as vendue, tu l'as. Il n'y a plus rien. T'es dans le gaz, comme ça. Après, on va te mettre dans le RFID, là. Tu vaudras rien, on t'élimine. Regardez jusqu'où on va. Je te jure. Ouais, jusqu'où on va. Jusqu'où on va. C'est là, comment on nous manipule, là. Des évidences qu'on nous a rendues totalement virtuelles. Le virtuel, dans une certaine mesure, il y a un bon aspect. Sinon, par exemple, je ne serais pas en train de vous parler. Mais même ce virtuel-là, c'est un moyen de contrôle par la technologie. On s'est censuré dans une base de données ce qu'on a envie que soit qui circule à travers ces réseaux sociaux ou non. Et comme ça peut être politique, c'est un outil de contrôle pour les puissants. Voilà. Au lieu d'aller, alors que la véritable force, c'est ce qu'on rigolait avant, on disait le téléphone arabe, je parlais là. Mais sans les mouchards qui nous servent de téléphone. Laisse tout, bazar tout et parlez-vous. Vous comprenez? Comme ça, il n'y a pas des espions dans votre discussion sans que vous soyez là, vous savez pas, mais. Vous voyez?
L'autocontrôle. L'autocontrôle. Le meilleur des mondes, Aldous Huxley. La servitude volontaire, Étienne de la Boétie. Voilà, nous sommes là-dedans. La servitude volontaire. Bonjour, Elmen. Bonjour, LRN. Merci. Ça me manque. Je me dis des fois, j'aimerais bien, peut-être cette année, Inch'Allah, c'est 10 ou 11 ans que je suis pas descendu en Algérie. Peut-être cette année, là, voilà, l'année prochaine. On verra. On verra. Je te barbe à l'aune de tout ce qu'on est en train de nous faire là. Et les guerres qui se présagent et aussi bien dans le Sahel, la base militaire française qui va se mettre entre la Mauritanie et le Maroc, le Mali, de l'autre côté, t'as l'Ukraine et t'as la Russie. Oh, ça présage rien de bon. Tu viens d'arriver. Toi aussi, 12 ans? Ok. Tu viens d'arriver, tu viens d'arriver à la reine. Oh là là. Tac. T'étais en Suisse. T'étais d'accord. J'ai été en Suisse. Ok. C'est la période, hein, pour Zizito, les mandarines, les clémentines, Tchéna. Oh là là. Kabylie. Ouais. Ouais. Il y a tout. Wallah, tout. Top. Des Jibel Namak. Ah, descendre. Je crois qu'ils ont fait une annonce comme ça pour les visas. Bon, les passeports, je sais pas si on sait descendre. Je sais pas, j'ai lu une information. Il y a de la neige. Ah ouais, génial. Ah, la, comment dire, le bon feu de bois. Hein, الأغرام والكسرى, cuit, bon feu de bois. Hein, tu chauffes le lait de ferme. Hein. Ah là, les gens elles vivent simplement. Dans des embrouilles. Enfin, tu te dis, ma télé, je vais casser, je vais tout casser. Voilà, Adem, c'est trop angoissant. Même là, tu vois, tu zappes, c'est une dinguerie. La superficialité dans laquelle on est. Oui, أغرام الزيت أمورج. بصحتك بصحتك بصحتك. Ah. Moi aussi, j'ai mon lopin de terre à la reine. Normalement, je devrais aller le réclamer. Non, je vis à Bruxelles. Je suis en Belgique. Ouais, ouais. Ouais, je disais, franchement, quand on réfléchit bien. Ah, si tu veux, quand tu viens, tu me ramènes, ouais, Inch'Allah. Mon père, Allah yarhamou, il ramenait plein d'huile d'olive avec lui, tout le temps. Puis vrai, c'est la belle vie, la belle époque. Ah, j'adore quand on grillait on brûle les feuilles d'olivier. Tu sais, tu sens là, le harek, t'as j'aime ça. J'aimerais, comment dire, chauffer ma cheminée aussi. J'aime trop l'odeur du bois brûlé. Voilà, un grand plaisir, merci. Moi, comment je connais Alain? Je connais Alain, j'ai toute ma famille là-bas. Alain, moi, je suis. Tu connais les Oulipsir? Tu m'en as parlé. Hein? Là-bas, à Tezmelt. Et mon grand-père, là-bas, Allah yarhamou, il est mort. Il est très très connu, hein, Cheikh Mohand. C'est Mohand Tayyib, c'est mon grand-père, Allah yarhamou.
paternel, côté kabyle. Chentir, je suis côté paternel, une Oulipsir Chentir. Ma grand-mère, c'était la sœur de Ali Chentir. Allah yarhamhum. Faut que tu saches. Allah yarhamhum kol. Côté paternel, la Kabylie. Ouais, Allah yarhamhum. Ouais. Et côté maternel, c'est ce que je vous racontais par rapport au bey de Constantine. Voilà. Toujours on raconte l'histoire des paternels. Le fait qu'on n'ait plus les noms de famille avant la colonisation, les noms de famille, c'était les deux. On savait, on connaissait notre arbre généalogique. Quand les Français sont arrivés, on a coupé la filiation avec la mère, à la Napoléon. Vous comprenez? Et après, on cherche qu'après la filiation du père. Avant, on connaissait les deux. Et c'est comme ça qu'il faut remonter. C'est très important. Eh oui. Tu te souviens, on prenait avant quand t'es jeune. Moi, chaque année, on descendait, t'es petit, hein. Euh, Au moment de descendre, il y avait la pression dans les oreilles, on prenait des pastilles, des dragées. Purée. C'était top. Je raconte, hein, l'autobiographie dans ce que j'ai écrit, hein. La famille, tout ça. Dans mes écrits. Ah ouais? Bah, en MP, on voit les toujours, hein. Dileria une Lipsir. Bint el-Hassan. بنت الحسن كلهم. بنت الحسن والبسير. ما كاش من يعرفش بابا الله يرحمه تماك في آلاغان. انا بنتو. سلم عليهم. سلم عليهم كل. Comment? Mohamed Ben, je te reconnais pas ma chérie. C'est-à-dire? Ah? Comment tu me reconnais pas? Zol. Khaled Oulipsir, le réalisateur le NTV. عمي خو بابا الله يرحمه كبير عليه. خالد ولبسير هو عمي. عمي صح حقيقة من أم وحدة شنتر جيجا. كانوا 3. كان الصالح وراح مجاهد راح بعد كان بابا الله يرحمه بعد كان خالد وعمي اللي قعد لي صحيح من جداتي جدي voyez côté Kabylie voilà. Ah bon tu connais خالد ouais هو عمي لازم نروح نطلع عليه أو du côté de الحراش لازم نشوف ça fait très longtemps que je l'ai pas vu il y a au moins 10-11 ans j'arrive même pas à le joindre على كل حال إلا تطلع عليه سلموا عليه son téléphone même عمي الآخر عطيت j'ai donné le téléphone j'arrive pas à le joindre mais la deuxième femme et ses demi-frères et demi-sœurs non non في وقت القرة مات يدير الله يرحمه هو تالت c'est des amis intimes mon père et lui جا في الجنازة تاع بابا الله يرحمه dans le Val d'Oise parce qu'à la base je suis née moi à Paris j'ai vécu dans les Hauts-de-Seine et dans le Val d'Oise جا الدفينة تاع بابا هذاك الوقت j'avais 17 ans جا هو وأختو وفامي كاملة جاو الله يرحمهم كامل حامد
Et ils étaient voisins في الدار السمش في السعادة في Alger. À la tour, 12e étage. Ah ouais, j'ai passé aussi mon enfance là-bas, mes vacances quand je partais. Là, était Zmelt et à la Reine, la belle époque. Non, j'ai jamais vécu à Gonessana. Non, non, non. Je sais qu'il y avait des gens là-bas, des Oulépsières à Gonesse. Non, moi j'ai pas vécu là-bas. Moi j'étais à Pontoise, Cergy. Quand on est allé dans le Val d'Oise, à Enghien-les-Bains. J'habitais à Enghien-les-Bains, Saint-Gratien. Mm. C'était la belle époque. Je sais pas ce que c'est devenu. J'étudiais à côté du casino d'Enghien. Au collège Arbé. Lycée, je suis allée au lycée Gustave Monod aussi, à Enghien-les-Bains. Ouais, tu connais? Ah, voilà. Ouais, ouais. Ah, des souvenirs, là, ça fait longtemps. Pourquoi je parle de ça? Ah, c'est que quand tu m'as dit que t'es parti à la Reine et puis après t'as خرجت le fil de Dmennefe. D'accord. Ouais, salam alaikum. Et comme Ouais. ça là, Comme tu connais pas, je pensais pas que tu connaissais le 95. bah, bien sûr, je connais le Val d'Oise, Baadat, Val Mskhar. d'Oise. Ah, Je connais très bien. ah, t'as passé ta partie. J'habitais à Cergy-Port, moi. Ouais, Je je passais connais par ça. la préfecture, je prenais le RER. Des fois, je prenais Sergi. Pontoise, j'allais jusqu'à Enghien-les-Bains. Ouais, On avait exactement. déménagé entre-temps. Yahya Hamid Eder Allah Rahmou, lui, il habitait du côté de Vauréal. Voilà. Qui ça? On parlait un peu de la famille de mon père et tout ça, un petit peu. On discutait donc. Mais voilà. Ouais, ouais. C'est devenu RERH? Non, non, c'était RERA à l'époque, non? Eh, moi, Ta, j'ai ta cliqué, ça famille, fait 27 ans, hein. Je suis plus eh, toute ta, jeune, hein. ta J'approche la famille, cinquantaine. ta famille, elle est connue, hein, pendant la guerre d'Algérie. Oui, oui, je sais. Je sais. Ouais, ouais. Ça a changé, tout ça, hein, tu sais, maintenant. Ouais, puis je suis pas descendue, ça fait 11 ans. Ou des mètres, il y a, ouais, Allah yarhamou. mètres, il y a, Allah rahmo. Alors, il y a pas mal de temps aussi. Ah, Tezmelt. On l'appelait Sibouhou. Si Mohamed Tayyib ou l'Ibsir. C'est mon grand-père. Allah rahmo. Allah yarhamou bi rahmatillah. Garaho. Et alors, ça en est où, là, tu sais, le programme, là, Evras, là? Ah bah, nous on a fait le recours. Après, s'il y a les gens qui veulent faire. Moi, j'ai tout donné. J'ai même fait un site internet parce que j'étais en train de faire mon association et tout. Entre-temps, ils ont fait en sorte de la fermer. Je dis bon, je vais pas, j'ai envie de la réouvrir, mais là, je me dis franchement, voilà. J'ai créé un site internet, cercle de la Boétie.be. Et dedans, j'ai fait un onglet spécial. Ça s'appelle Coin solidaire, Evras. Et là, vous avez toutes les vidéos, toute la documentation, tous les trucs compromettants pour eux, les manifs, les documents qu'ils ont cachés, les interviews que j'ai données à France 5. On a pris juste une séquence de à peine quelques secondes. Et j'ai 1h22 d'interview avec eux. Et je les ai filmés. Ils m'ont dit, s'il vous plaît, mais vous nous filmez pas comme vous avez filmé comment dire, la, la, RTV? la- ouais, à la RTBF, la journaliste. Je dis pourquoi? Non, 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 vous nous filmez pas, mais vous mettez l'axe que sur vous. Ils ont eu peur, hein, parce Tu qu'avec pen- toutes leurs conneries qu'ils allaient donner après. et tu penses que l'action que vous avez décidée au niveau du tribunal, ils Bah, vont. je l'ai remis au juge d'instruction. Elle était pas contente déjà de nous voir. Elle me dit, ouais, c'est sur rendez-vous. Heureusement que j'étais venue avec mon avocat. Je dis, on lui a remis 40 centimètres de dossier le 26 août 2025. Normalement, il dit, ouais, vous aurez un courrier. Jusqu'à présent, ils nous ont envoyé aucun courrier. On attend Mais toujours. c'est pour le retrait de la loi, c'est pour le retrait Non, de. non, c'est pas sur le décret, moi. C'est pour une enquête complète, association de malfaiteurs,
des associations qui se sont mises ensemble à la plateforme Evras. Ah ouais. J'ai fait 10 ans. Ah, là aussi, Ouais, ouais, de toute j'ai fait façon, 10 ans d'investigation. c'est des voyous. C'est pour ça qu'on veut pas m'interviewer publiquement et en direct, parce qu'ils savent que je vais les péter en ligne. Et Tiens, ils ont les médias de leur côté, hein. euh, je te conseille de regarder le réseau, c'est sur YouTube, le réseau de l'horreur. Ça a éclaboussé partout. En France, au Portugal, en Belgique. C'est un détective privé belge qui par la suite a dénoncé et après il s'est retrouvé en prison, le pauvre. Il s'appelle comment? J'ai oublié le nom du détective belge. Mais il y a un documentaire qui s'appelle Le réseau de l'horreur. Le réseau D'accord. de l'horreur sur YouTube. Ouais. Ouais, non, C'était, tu sais, dans les débuts c'est des années 2000. C'était en 2000, 2005, entre 2004 et 2005. Et il y a d'accord. une personne, il y a un ancien gendarme, un ancien officier de la gendarmerie qui avait dénoncé tout ça. Il était Tu veux impliqué. parler de l'affaire